remercie Monsieur le Président d'Aix-Pompières, auquel je n'ai jamais participé, mais de m'inviter par cette soirée fort sympathique, très intéressante sur deux sujets qui nous tiennent évidemment à cœur. Alors, j'ai intitulé ma conférence JOP, donc Jeux olympiques et paralympiques, hein, au début les JO, les JOP. Un héritage problématique avec un point d'interrogation. J'espère ne pas trop plomber la soirée ce soir, parce que je vais montrer un peu l'histoire récente, sans remonter au baron de Pierre de Coubertin, des Jeux olympiques. Et on verra que c'est quand même un héritage complexe à gérer. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est que d'abord on parlera des JOP d'été, parce qu'il y a des JO d'hiver. D'ailleurs, la situation est parfois encore pire dans les JO d'hiver. Alors, c'est quoi? C'est un gros événement planétaire, 10 000, voire plus de 10 000 athlètes, leurs accompagnants, 25 000 journalistes, autour de 12 millions de spectateurs qui achètent ou qui se font offrir des billets, 4 milliards de téléspectateurs. Donc, c'est vraiment un événement à très, très grande échelle, avec des installations sportives, bien sûr, un village olympique, un village des médias, des infrastructures diverses, bien sûr, qui accompagnent tout ça. Il faut circuler. Et puis des événements sportifs, bien entendu, mais festifs également, l'ouverture, la fermeture, mais d'autres événements en parallèle. Tout ça en 2 semaines. Donc après ces 2 semaines de fête, qu'est-ce qui se passe? Il y a un héritage à gérer. Et l'héritage, c'est à la fois l'héritage des infrastructures construites, c'est donc les installations sportives, parfois utiles, parfois surdimensionnées, parfois reconverties. C'est aussi des efforts d'anticipation en termes de réduction des capacités de ces installations sportives qui vont leur permettre de se réinsérer plus facilement dans le quotidien. C'est un héritage en termes de développement urbain, parce que le développement local s'en trouve souvent accéléré, pas toujours, mais souvent, on va le voir. C'est un héritage évidemment en termes de notoriété et d'attractivité. La mondialisation, elle est planétaire. Et c'est un héritage financier. Alors là, c'est plus problématique, et des coûts toujours largement dépassés. Une dépense moyenne des JO comprise, en moyenne, entre 10 et 35 milliards d'euros. Alors 35, c'est JO de Pékin, enfin les chiffres varient, 32. Enfin bon, les Chinois ont annoncé 10% de dépassement, mais en réalité, c'est quadruplement du budget. On va y revenir tout à l'heure. La suivante. Alors, juste un petit flashback très rapide sur quelques JO qui ont été plus ou moins réussis. Montréal, avec son éléphant blanc, magnifique stade, malheureusement qui a beaucoup de mal à se terminer. Et puis des logements, pardon. Et des logements aussi qui étaient le village olympique, qui ont eu un peu de mal aussi à trouver preneur par la suite. Donc un bilan plutôt mitigé. Oui, la suivante, s'il vous plaît. Barcelone 92, ça c'était par contre une grande réussite, avec bien sûr des JO qui ont accéléré le développement de Barcelone, son ouverture vers la mer, sa reconquête en fait du littoral, et qui ont créé le Barcelone rayonnant et qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc les JO pour Barcelone ont été extrêmement bénéfiques en termes en tous les cas de développement urbain. La suivante. Atlanta, des JO plutôt équilibrés en termes financiers, mais un stade finalement qui n'a pas survécu très longtemps, qu'on a démoli, détruit. Ce n'est pas un tremblement de terre, c'est une destruction volontaire parce qu'il n'avait pas d'utilité. Alors revenons au dernier JO, la dernière demi-douzaine de JO qui nous précèdent. Athènes 2004, ça c'est quand même un gros désastre urbain, des installations temporaires construites sur l'ancien aéroport d'Athènes qui a été déplacé pour l'occasion, donc il y a des infrastructures nouvelles qui ont été créées certes, mais un héritage, en tous les cas, en termes d'installation sportive, très, très problématique. Ici, c'était l'ancien stade de canoë-kayak, pas beaucoup d'eau dedans, donc à l'abandon. La suivante. Ça, c'est l'ancien stade de beach volley. Pas en trop mauvais état, mais à l'abandon également. L'ancien bassin de plongée. Bon, donc il y a aussi beaucoup d'installations qui restent comme ça. Le grand stade, simplement, a trouvé une affectation après les JO. Donc ça aussi, c'était un héritage lourd à porter, y compris en termes financiers pour la Grèce. Et on a vu, quelques années plus tard, le résultat que ça contribue à faire dans l'économie grecque. Suivante. Alors Pékin 2008, très beau jeu, avec un héritage, bien sûr, d'infrastructures, qui a accéléré le développement du métro, de tout un tas d'infrastructures. Pékin rentrait aussi avec les JO de 2008 de plein pied dans une modernité, évidemment, à grande vitesse. Avec aujourd'hui des installations maintenues en l'état. Ça, ce sont des photos qui datent à peu près de 3 ans après les JO de Pékin, donc elles ont déjà quelques années. Un stade magnifique, conçu par Herzog et de Meuron, 2 architectes suisses. Là, une photo que j'avais prise il y a 3 ans après les JO, donc une piste je pense que c'est peut-être de saut à ski, ou je ne sais pas très bien, enfin en tous les cas, qui est installée dans le stade, auquel on cherche une utilisation. C'est un stade qui est évidemment surdimensionné pour les événements qui peuvent s'y passer, même s'il y a des choses qui s'y passent. Le centre aquatique, très belle réalisation, avec un mur en forme de bulle, comme ça. Donc là, c'est le parvis, le grand parvis du stade, qui est quand même un lieu de promenade qui est très central, qui est juste au nord du centre de Pékin.
Suivante. Et là aussi, on cherche à l'utiliser d'une manière un peu différente parfois que simplement pour les activités aquatiques, nautiques. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui s'y passent. Et une petite partie est restée aussi utilisée en termes de piscine un peu familiale. Donc il y a un héritage qui est géré de toute façon, quoi qu'il arrive, qui sera géré par les autorités chinoises. Pas beaucoup de soucis à se faire de ce point de vue-là. Mais au prix, évidemment, d'un dépassement, on le verra tout à l'heure. Il y a quand même une installation. Ici, c'est le parcours de canoë-kayak aussi de Pékin qui est aujourd'hui en friche. Alors Londres 2012, Londres justement avait commencé à prendre conscience, déjà au moment de la candidature, qu'il fallait largement anticiper l'après-Jeux olympiques. Il fallait parler de l'héritage, heritage en anglais, pour vraiment imaginer donc pas seulement des JO éphémères, mais des JO qui durent, qui aient un effet sur le long terme en termes de développement et en termes de gestion des installations sportives. Donc Londres, c'est tout un quartier, pas très bonne, enfin, c'est tout un quartier à l'est de Londres, Stratford, qui a été reconquis. Il y a des friches industrielles qui étaient là, il y a une rivière qui a été requalifiée, il y a eu un gros effort sur l'environnement, le stade, bien sûr, les installations sportives, qui ont été donc organisées pour être redimensionnées, réadaptées à des usages plus quotidiens, avec donc un traitement aussi paysager. Donc en fond, toute une conquête, une reconquête d'un quartier de Londres. Ça a été très focalisé, les Jeux Olympiques à Londres, mais ça a eu un effet certainement intéressant sur ce quartier un peu excentré. Vous voyez Londres, la City, tout à fait à l'arrière-plan là-bas. La suivante. Et alors ce qu'on peut appeler le village olympique, hein, c'est le terme consacré, enfin, pas tellement village, mais enfin un ensemble de logements qui a été construit à cette occasion, qui est un peu le noyau d'un quartier qui quand même se cherche. Hein. Les Jeux olympiques n'ont pas suffi à tout de suite refaire un quartier vivant de plein pied avec la ville. C'est un quartier qui a eu un peu de mal tout de même à trouver une dynamique, malgré la présence d'infrastructures qui ont été construites à cette occasion. La suivante. Voilà, et en fait aussi dans un terrain quelque peu à la fois disproportionné, parce que les installations sportives des JO et la capacité d'accueil du public font qu'on est vraiment dans de l'espace très dilaté. Comment le reconfigurer à une échelle plus quotidienne, plus urbaine, ça aussi c'est un défi pour les JO en général. Voilà, la tour payée par Mittal, la tour Orbite, vous vous en souvenez, qui existe toujours, qu'on se visite avec un panorama intéressant. Vous voyez d'ailleurs la reconfiguration du stade olympique à l'intérieur, qui a été reconfiguré pour accueillir aujourd'hui un club de foot, plus c'est Tottenham. West Ham, pardon, voilà. J'avais le Ham de bon, hein, mais je n'avais pas le West Ham. Donc voilà, une infrastructure qui a été réutilisée. D'autres auxquels, notamment le stade de basket, où on avait rajouté des tribunes provisoires couvertes en textile qu'on a démontées pour rétrécir en fait la jauge du futur stade. Là aussi, pour le rendre utilisable d'une manière, peut-être pas quotidienne, mais enfin d'une manière usuelle, dans un contexte normal, en dehors des JO. Donc un quartier qui a été quand même assez anticipé par les autorités londoniennes, mais qui a eu un peu de mal tout de même, qui a un peu de mal toujours à trouver un avenir, enfin un présent même, actif. La suivante. Alors comment Londres a géré le surcoût? Parce que tout ça, ça s'est fait avec un certain coût. Je vais y revenir tout à l'heure, parce que c'est effectivement peut-être un point noir relativement commun à tous les Jeux olympiques, sauf peut-être si on monte à Los Angeles en 84, ou Los Angeles et Atlanta, où les Américains ont... De toute façon, Los Angeles en 84 était seul candidat, donc ils ont pu résister aux conditions imposées par le CIO, et donc peut-être faire quelque chose plus à l'économie. Mais tous les autres sont soldés, on le verra, par des dépassements très larges de coûts. Donc il y a à la fois le résultat concret, plus ou moins réussi, dans le cas de Londres, plutôt réussi, dans le cas de Barcelone, certainement très réussi, dans le cas d'autres villes, moins bien. Ça, c'était Londres. Rio 2016, donc un peu plus proche de nous. Là, c'est quand même aussi très problématique. Donc, Rio 2016, c'était sur plusieurs sites. Il y avait le stade de Maracanã, l'ancien stade de foot, qui avait été reconverti. Il y avait un site au nord, à l'ouest de la ville, un site assez proche du centre, sur une espèce de péninsule au bord d'un lac, un endroit, un quartier assez prisé à Rio. Et avec un très grand territoire voilà, qui rassemblait l'installation olympique. Donc, c'est aujourd'hui un parc olympique, qui est en général fermé, sauf manifestations un peu exceptionnelles, dans lequel, là aussi, il y a des installations certaines utilisées ponctuellement, le stade de tennis, par exemple, puis d'autres qui sont effectivement plutôt à l'abandon, on va le voir. Le village, la suivante.
Voilà, ça c'est une vue avant. Hein. Donc le projet Village Olympique, c'était en fait un ensemble de logements assez bien placés, hein, construits donc, le long de ce lac. La mer est un peu plus loin à droite. Vous avez le triangle de l'ensemble sportif qui est juste derrière. Et là aussi, des installations qui ont été à la fois suivantes. Voilà, qui sont pour une part à l'abandon. On le voit ici. Ou encore ici, avant aujourd'hui, une piscine d'entraînement, hein, ce n'était pas la piscine olympique, ça, évidemment. Et puis un ensemble de logements, donc construits pourtant dans un quartier relativement bien situé, pas très bien desservi, il faut dire, et qui ont eu du mal à trouver preneur, à se vendre. Ça a mis très longtemps, c'est pas fini, je crois. Et donc voilà, un quartier qui n'a pas véritablement décollé, malgré l'effet de lancement, au fond, que les Jeux olympiques ont pu apporter. Et tout ça aussi au prix d'un dépassement financier très considérable. Donc voilà, on voit que ces exemples récents nous incitent à penser que c'est compliqué de gérer l'héritage, même si on l'a prévu avant, sauf si peut-être, comme dans le cas de Barcelone, c'est intégré dans une dynamique urbaine déjà présente. Et peut-être que dans le cas du Grand Paris, c'est le cas. Et c'est ça peut-être un des enjeux, à mon sens, des JOP 2024 ici dans le Grand Paris, c'est de bien les insérer dans ce qui se passe autour du Grand Paris, et pas seulement en termes de synchronisation de la construction des infrastructures ferroviaires, par exemple, mais en termes aussi d'effets d'accélération et d'effets de levier, peut-être, à la fois pour certains quartiers, évidemment, mais de manière générale. J'en viens à Paris 2024, oui, merci. Alors, notez les dates déjà, hein, 26 juillet au 11 août 2024, pour être sûr, vous ne soyez pas à Paris ce jour-là, sauf si vous avez des invitations, j'espère que j'en aurai, peut-être pas après ce que je vais dire. Jeux paralympiques aussi, pardon. Jeux paralympiques aussi, on peut revenir en arrière. Merci. Du 4 au 20 septembre, hein, donc c'est plus petit format, mais c'est quand même maintenant, les deux sont étroitement associés et se suivent dans le temps. Merci. Voilà, et donc des jeux qui sont intéressants à plusieurs aspects. Hein. Bon, non seulement le fait que ça se passe enfin à Paris, et je dirais même dans le Grand Paris, et je pense même que c'est parce que le Grand Paris existe que les JO ont pu être attribués à Paris. Les deux échecs précédents l'ont été justement parce qu'on ne savait pas si c'était les Jeux de Paris, de la région, de la métropole, de la mégapole. Bon, là, c'est clair, on est à la fois dans Paris, il y a beaucoup d'épreuves qui se dérouleront dans Paris, ça c'est très bien, parce que ça fixe aussi dans la ville, même dans le cœur de ville, un certain nombre d'événements sportifs, soit dans des installations existantes comme le Grand Palais reconverti, Bercy Arena par exemple, le Parc des Princes, le Stade Jean-Bouin, bon, tout un tas d'installations qui existent déjà. Et puis en proche couronne, le Stade de France, bien sûr, des installations à Saint-Quentin-en-Yvelines, à la base de Vers, le Stade du Manoir, etc. Et puis Marseille, n'oublions pas, où il y a un stade de voile qui est prévu. Un village olympique qui est à la fois sur Saint-Denis, l'île Saint-Denis, je crois que ça mord un petit peu sur Saint-Ouen également, et un village des médias qui se trouve à Duny, juste en bordure proche de l'aérodrome du Bourget. Et du parc. Donc des jeux relativement compacts et qui utilisent beaucoup d'infrastructures sportives existantes. C'est pour ça qu'on peut se demander pourquoi ça coûte si cher. Mais enfin, ça c'est juste une question que je pose de manière un peu provocatrice. La suivante. Donc, en lien aussi avec le développement escompté, non pas de tout, mais d'une partie, on peut l'espérer, des lignes du Grand Paris Express, mais on aura peut-être des réponses plus précises tout à l'heure. Voilà, et tout un tas de sites qui vont à la fois concerner l'ensemble de la mégapole, hein, de l'Île-de-France, du Grand Paris, en même temps la ville de Paris, et puis beaucoup de communes, de territoires aussi, et avec des acteurs évidemment extrêmement diversifiés. Alors, quelles sont les principales nouvelles constructions qui vont être réalisées, en dehors de celles qui existent? Il y en a beaucoup, il y a le Stade de France, mais il y a aussi, par exemple, le Vélodrome de Saint-Quentin, etc. Il y en a un certain nombre, et puis j'ai cité celle existant dans Paris. Alors, un village olympique, 17 000 athlètes. M. Ferrand me corrigera tout à l'heure si c'est nécessaire, bien sûr. Enfin, j'ai puisé aux bonnes sources, parce que j'ai entendu il y a 15 jours dans une conférence, donc ça m'a permis de prendre des notes. 3 500 logements, ce sont des T4 sans cuisine, parce que la cuisine est collective pour les athlètes, qui seront reconvertis après les Jeux en appartements, en 2000 logements et 900 chambres d'étudiants. Il y a un hôtel et puis il y aura des emplois créés sur place. Donc il y a effectivement un nouveau quartier de ville assez important et qui va être amorcé. Je ne dis pas construit parce qu'il va être transformé,
mais amorcé en tous les cas par le village olympique. Le village des médias, 4500 journalistes dans 1600 logements, ça fait 3 journalistes par logement en moyenne. Donc, je ne sais pas comment ils feront, mais enfin, peut-être ils viennent à plusieurs. Et il y a quand même 20 000 journalistes qui iront à l'hôtel. Il y a quand même une capacité hôtelière dans le Grand Paris de 155 000 chambres d'hôtel. Hein, donc, je pense qu'on pourra loger le reste des journalistes. Mais enfin, c'est un ensemble aussi à Dugny au bord du Bourget. Hein, c'est vraiment tout à côté. Le centre aquatique, 5000 places, qui va être construit en face du Stade de France, juste de l'autre côté. L'Arena 2, donc il y a une nouvelle Arena qui va être construite porte de la Chapelle, à l'emplacement du parking. Hein, je pense que vous vous en souvenez, du parking qui avait été construit il y a quelques années. Le stade de Voile à Marseille aussi, avec des aménagements de gradins, etc. Donc il y a des choses nouvelles qui se construisent. Il y a un certain nombre d'éléments qui vont tous rester, dont on anticipe déjà, bien sûr, la transformation ultérieure. Oui, voilà. Bon, alors donc Paris qui sera aussi le cadre d'événements festifs, hein, c'est ça qui va être intéressant aussi dans ces Jeux Olympiques, c'est quand même d'offrir un cadre exceptionnel. On n'est pas comme à Sydney à 20 km, on n'est pas comme à Londres, à Stratford à 15 km. On est vraiment en partie dans le centre de Paris. Le village olympique, donc, qui est à cheval sur la Seine, avec la création de nouvelles passerelles, avec l'intégration dans le village olympique de la Cité du cinéma, hein, qui est une ancienne usine d'électricité reconvertie, comme vous le savez, il y a déjà quelques années, qui va s'intégrer dans un ensemble, un nouveau quartier, qui est donc le quartier dont je viens de parler, destiné à accueillir les athlètes et une partie de leurs accompagnants, et en même temps à transformer les logements, les fameux T4 sans cuisine, en logements redécoupés éventuellement, créer une cuisine en vrai logement, quoi. Voilà. Donc, voilà ce nouveau quartier qui va... Vous reconnaissez le Stade de France à l'arrière-plan, la tour Pleyel devant, au bord de la Seine. Et donc, voilà un quartier qui va être assez bien situé aux portes de Paris et qui va certainement contribuer à poursuivre, je ne dis pas à créer, mais à poursuivre le développement formidable que Saint-Denis, la plaine Saint-Denis, que tout cet ensemble, tout ce territoire est connu déjà depuis 20 ans, et M. Braouzek nous le confirmera tout à l'heure, j'imagine. Voilà une vue avec des passerelles nouvelles. Il y a 2 passerelles qui doivent être construites, de part et d'autre. Donc on aura aussi un environnement très agréable au bord de l'eau, avec un deuxième bras de la Seine qui va passer aussi, qui va servir aussi à la navigation pendant les Jeux. Dugny, donc vous connaissez en haut la piste du Bourget, le parc de la Courneuve à gauche, en haut à gauche, et puis donc tout un ensemble plus modeste, hein, que le village olympique, mais quand même qui va là aussi conforter et peut-être contribuer à recréer une liaison entre cette grande zone de l'aéroport, le parc, tout ça. Il y a l'autoroute A1 qui passe au milieu. Donc, comment aussi reconstituer, recoller au fond les morceaux du poste urbain. Donc ce village des médias va avoir aussi un rôle de ce point de vue-là. Voilà, une photo. Et puis l'Arena 2, qui est donc le gros carré que vous voyez là au premier plan. Vous reconnaissez la porte de la Chapelle, périphérique, les 2 tours qui marquent depuis les années 60 l'entrée de Paris. Et puis cette Arena 2 qui accompagne aussi tous les développements nouveaux qui se font en liaison avec le tramway, mais pas seulement sur les franges externes de Paris, en particulier dans le nord et sur la reconversion aux entrepôts McDonald's, etc. Enfin, ça va venir ponctuer en quelque sorte ce grand nœud routier au nord de Paris. Alors, comment tout ça s'est organisé? On en saura certainement plus pendant le débat, mais je résume simplement, comme ça vous avez déjà ça présent à l'esprit. Donc, Solideo, une entité publique, un EPIC, qui a pour mission de livrer les sites sportifs et puis un certain nombre d'infrastructures. Il n'y a pas que des sites sportifs, il y a des passerelles, par exemple. Donc, 39 objets définis comme objets identifiables à livrer avec 29 mètres d'ouvrage, dont Solideo, qui en sera maître d'ouvrage de quelques installations, mais peut-être M. Ferrand nous précisera tout ça, avec un budget, 3 milliards 200 millions de budget, donc à peu près la moitié privée, la moitié publique. Ensuite, une deuxième entité, qui est le COJO, Comité olympique, qui est une entité privée à but non lucratif, mais qui a, lui, pour mission, cette entité, elle, pour mission de gérer, au fond, les événements sportifs. Budget 3,6 milliards, 3,5 milliards privé, 0,1 public. Quand on dit privé, ça inclut aussi le financement apporté par le CIO, qui, lui, est aussi financé par des contrats publicitaires, par exemple, avec Toyota, avec Coca-Cola, avec Samsung, je crois, enfin, voilà, avec des grandes multinationales, et qui donc réinjectent une partie
du financement dans l'organisation spécifique des Jeux. Il y a beaucoup de dépenses connexes. Des infrastructures, dont le métro du Grand Paris, dans Paris Express, il y a du fonctionnement, il y a de la sécurité. Imaginez que c'est un enjeu majeur aujourd'hui, la sécurité, donc ça coûte aussi. Voilà, qui sont plus ou moins prises dans ces budgets, mais pas forcément. Enfin, voilà, c'est en fait un ensemble un peu avec le budget, le cœur de budget qui est là, et en même temps des budgets périphériques. Et puis il y a des acteurs de l'héritage qui n'ont pas forcément prévu dans leur budget énormément de choses. La ville de Paris vient de provisionner un petit budget pour ça, mais la ville de Paris, la métropole du Grand Paris, la région Île-de-France, le département de Seine-Saint-Denis, l'État, plein de communes, d'autres communes aussi qui sont concernées, le Comité olympique national. Donc, toutes ces entités vont recevoir en quelque sorte en héritage un certain nombre d'installations ou de lieux à faire fonctionner, à gérer, à intégrer dans leur propre fonctionnement quotidien. Donc ça aussi, c'est un enjeu complexe parce qu'on sait que ça coûte, mais ce n'est pas forcément tout à fait forcément anticipé. Alors c'est des jeux bénéfiques. Moi, je me réjouis personnellement de voir les Jeux olympiques à Paris, c'est clair. Parce que ça a un accélérateur de développement là, pour Saint-Denis, évidemment, avec le village olympique, mais aussi pour d'autres sites, pour un certain nombre d'infrastructures qui vont s'en trouver accélérées, des chantiers pour la filière bâtiment et travaux publics, des créations d'emplois, c'est évident, une vitrine potentielle de l'excellence française, pas seulement en termes de BTP, mais aussi en termes de gestion, en termes de communication, de sécurité peut-être, enfin de tout un tas de technologies qui gravitent autour des Jeux olympiques. Cette dynamique est certainement fédératrice, voire identitaire, pour non seulement Paris, mais le Grand Paris. Et ça, il ne faut pas oublier que ce soit les Jeux du Grand Paris. Pas seulement de Paris, même si Paris est largement concerné, on peut s'en réjouir. Et donc c'est une image internationale de Paris, du Grand Paris, qui est déjà très forte, mais qui va s'en trouver renforcée, à condition que tout se passe bien. Enfin, on peut l'espérer quand même. Mais, parce qu'il y a un petit mais, oui, la suivante. Quel héritage après ? Si je reprends les différents types d'héritage qu'on peut regarder, c'est les infrastructures sportives, elles existent pour la plupart. On aura le centre aquatique en plus. Et donc, au fond, on va se retrouver dans un héritage un peu classique. Et de ce point de vue-là, on peut se réjouir du fait qu'on ait réutilisé un maximum d'installations existantes. L'héritage en termes de développement urbain. Certainement un développement local accéléré pour Saint-Denis, pour Duny, pour d'autres sites. Mais pas forcément un accélérateur pour tout le développement de l'ensemble du Grand Paris. C'est grand, le Grand Paris. Il y a beaucoup de projets diversifiés, dispersés. Donc il y a des territoires qui vont s'en trouver vraiment boostés, et puis d'autres, au fond, il ne va pas se passer grand-chose, où il n'y aura pas une influence directe en dehors de l'influence événementielle. Il ne faut pas se le cacher. Attention à la coûteuse reconversion des logements, mais c'est peut-être un test aussi pour faire des logements résilients, évolutifs, qui puissent s'adapter à différentes circonstances. Mais enfin, faire des logements pour des athlètes, ce n'est pas la même chose que faire des logements où les gens, après, habitent au quotidien. Héritage en termes de notoriété, d'attractivité. La médiatisation, elle est planétaire. Mais l'événement, il est ponctuel et son impact est éphémère. Et d'ailleurs, si on se remémore les autres JO, on avait parlé de Barcelone tout à l'heure, parce que là, on garde plutôt un bon souvenir, mais les autres souvenirs grandioses parfois comme Pékin, mais mitigés aussi sur d'autres aspects, comme je l'ai montré. Donc il y a un impact très ponctuel qui engendrera une baisse du tourisme, paradoxalement, en 2024, du tourisme parisien. Je me réfère à l'exemple de Londres, où le tourisme avait baissé légèrement, mais après remonte l'année suivante, parce qu'il y a un effet de notoriété. Il y a beaucoup moins de touristes à Londres que dans le Grand Paris. Dans le Grand Paris, il y a déjà 45 millions de touristes chaque année. Donc c'est quand même énorme, c'est la première ville mondiale pour ça. Mais peut-être moins de touristes en 2024, en août 2024, parce que les gens ont peur de venir, parce que ce sera trop encombré, etc. Mais en tous les cas, on sait qu'à long terme, il y a une attractivité. Dans le cas de Londres, il y avait eu d'ailleurs une dépense par touriste supérieure, même s'ils étaient moins nombreux, à l'occasion des Jeux olympiques. Bon, de ce point de vue-là, de toute façon, c'est plutôt positif. Et l'héritage financier. Alors là, il y a différentes études que vous pouvez trouver. Enfin, en moyenne, le montant des dépassements, c'est 176% du coût prévisionnel des Jeux olympiques. En moyenne. Équipement et événements, mais parce qu'on est, évidemment, il y a une deadline, il faut que ce soit ouvert le 21 juillet, il y a des délais, il y a une médiatisation mondiale, on est sous le feu des projecteurs, on ne peut pas se planter, la réputation même du pays est en jeu. On l'a vu à Rio, en catastrophe, ils ont ouvert 2 jours avant, mais il fallait ouvrir de toute façon.
Et puis, il y a des financements privés qui sont compliqués à mobiliser, d'autant plus compliqués qu'il y a déjà des financements liés à des entreprises qui ont contracté avec le CIO. Je prends un exemple, Toyota met 9000 voitures non pas de fonction, mais voitures de service, si vous voulez, voitures officielles à disposition. Donc, si Renault veut faire de la pub, non, Toyota a l'exclusivité du label olympique. Donc, c'est aussi compliqué pour les entreprises de bien s'insérer dans ce dispositif. Voilà, je termine sur ce petit graphique. On en trouve avec des différents chiffres. Ce n'est pas toujours les mêmes chiffres, hein, mais c'est compliqué à évaluer. Enfin voilà, Paris, il y a un point d'interrogation. Hein. Pour l'instant, on est né à 6 milliards, non pas 2, mais 6 milliards 8 de financement total, public et privé. Mais quand on voit depuis Athènes les dépassements, les Chinois avaient dit qu'ils faisaient 10%, il a fait même moins de 10% de dépassement. En réalité, les estimations, c'est 32, 35, on ne sait pas trop, milliards d'euros. Londres a largement dépassé, Rio, n'en parlons pas. Et Tokyo, qui sont les prochains JO en 2020, a déjà anticipé, suivant certaines études, ici une étude de Sankei Shimbum, là, qui va évaluer déjà le dépassement, même s'ils sont très en avance sur leur planning, ils ont déjà évalué un dépassement assez considérable. Donc voilà, Paris, pour l'interrogation. On espère bien sûr que les Jeux de Paris seront formidables, seront un événement magnifique, seront vertueux sur le plan environnemental, ils seront un laboratoire et ils seront une vitrine pour l'excellence française, mais voilà, attention, et s'il y a un dépassement, il peut y en avoir, hein, qui le paiera, et comment l'anticiper, peut-être comment l'anticiper intelligemment pour que ce soit aussi au bénéfice, pas seulement de quelque chose d'éphémère, mais au bénéfice de choses durables pour le Grand Paris et le succès du Grand Paris, parce que, encore une fois, les JO 2024, le JOP 2024, c'est vraiment un événement exceptionnel pour relancer, je dis relancer, parce qu'il y a besoin peut-être de ça. Peut-être que Roland Castro nous en parlera tout à l'heure. En tous les cas, l'idée même du Grand Paris, ce n'est pas une idée, c'est une réalité. C'est en même temps une espèce de projet sur lequel on est tous mobilisés ici, je pense. Merci beaucoup de votre attention.